Avec ses plages de sable fin, ses eaux transparentes et ses paysages à couper le souffle, la Corse attire chaque année 3 millions de vacanciers. De nombreux touristes français et étrangers viennent y passer des vacances inoubliables. Beaucoup font des visites, pratiquent le camping ou font de la randonnée. Mais pour certains d'entre eux, leur passage sur l'île de Beauté a tourné au drame. Ils se sont volatilisés de manière inexpliquée et les recherches n'y ont rien fait. Ils sont toujours portés disparus à l'heure actuelle. Et c'est de ces mystères dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aller en Corse, une île magnifique où j'ai déjà eu l'occasion d'aller en vacances. Une région riche en histoire et en culture qui possède aussi une forte identité. Mais où des gens disparaissent aussi tragiquement, comme ailleurs en France ou dans le reste du monde. Car l'île de Beauté n'est pas épargnée par ce genre de drame. Mais dans cette vidéo, je ne vais parler que d'une catégorie précise de disparition, celle de touristes et ou randonneurs. Je ne vais pas parler des disparitions strictement criminelles ou liées au grand banditisme, par exemple. Cette vidéo ne sera donc pas exhaustive, ça serait trop long, j'ai dû faire une sélection. Ces précisions apportées, je vais maintenant vous présenter plusieurs affaires irrésolues de disparition, des plus anciennes aux plus récentes, dont certaines remontent à l'été dernier. Mais assez parlé et commençons tout de suite avec l'histoire tragique de Sophie Arnoult. En 1985, Sophie Arnoult est une jeune femme de 23 ans décrite comme enthousiaste et aimant la vie. Mesurant 1m62, elle est originaire de Montbéliard dans le Doubs. Cadette d'une fratrie de 3 enfants, elle a grandi dans une famille aimante et travaille comme coiffeuse à Belfort. Début septembre 1985, Sophie part en vacances avec un ami nommé Olivier en Corse, cette fabuleuse île en mer Méditerranée, à 160 km de la France continentale. La Corse regorge d'endroits fabuleux à visiter et Sophie et Olivier ont choisi de séjourner dans la région d'Ajaccio, la capitale corse, sur la côte ouest de l'île. La Corse est réputée pour de nombreuses choses, comme la beauté de ses paysages, pour ses habitants au caractère entier, ou encore pour sa délicieuse charcuterie, entre autres. Cette île est aussi le paradis des randonneurs, et c'est l'une des raisons de la venue de Sophie, car depuis toute petite, elle adore marcher dans la nature. Ce sont ses parents Jacques et Josette qui lui ont transmis cette passion. Le mercredi 4 septembre 1985, Sophie et Olivier partent donc faire une randonnée dans le maquis de Capo di Feno, un vaste promontoire rocheux se situant au nord-ouest d'Ajaccio. Au départ, tout se passe bien. Mais contrairement à Sophie, Olivier n'est pas un randonneur expérimenté. Il n'est pas habitué à marcher longuement sur un terrain escarpé, et le mercredi soir, il est épuisé, et pire, il s'est même blessé à la cheville. À l'époque, les téléphones portables sont encore de la science-fiction en France. Comme Olivier ne peut plus se déplacer et qu'ils ne peuvent pas appeler les secours, Sophie décide de le laisser bivouaquer et d'aller chercher de l'aide. Elle repart donc seule dans le maquis, et on ne la reverra plus jamais. Sa disparition est signalée aux gendarmes qui lancent des recherches dans le secteur. Plus de 200 militaires ratissent la région de Capo di Feno, un hélicoptère effectue des survols, seulement on ne parvient pas à localiser la jeune femme. Le mystère demeure entier après la disparition depuis mercredi soir d'une estivante de 23 ans, Sophie Arnoult, dans la région de Capo di Feno, près d'Ajaccio. Informés de la disparition de leur fille, monsieur et madame Arnoult pensent au départ qu'on va retrouver assez vite Sophie. Mais les jours défilent et les recherches ne donnent toujours rien. Une enquête est bien sûr ouverte, mais la première juge d'instruction privilégie la thèse d'une fugue, ce qui est mal vécu par Jacques Arnoult, le père de la disparue. En effet, celui-ci n'y croit pas du tout. Et terriblement inquiet, Jacques ne comprend pas qu'on ne prenne pas plus au sérieux la disparition de sa fille. Le problème, et c'est un problème assez fréquent dans ce genre d'affaires, c'est que Sophie est majeure et qu'elle est libre d'aller et venir sans prévenir quiconque. Dans le cadre de l'information judiciaire, finalement ouverte pour séquestration et enlèvement, de nombreuses investigations sont menées. Cependant, toutes les pistes ne mèneront nulle part. Sophie Arnoult s'est comme évaporée dans le maquis corse. Et quand l'enquête s'essouffle faute d'indices,
Jacques et Josette ne restent pas les bras croisés. Ils retournent pendant plusieurs années en Corse pour mener leurs propres recherches et tentent tout ce qui est en leur pouvoir pour retrouver leur fille. Ils engagent par exemple un détective privé. Mais tout cet investissement, à la fois financier, de temps et d'énergie, ne produira pas le résultat attendu. Sophie Arnoux ne sera jamais retrouvée. Et aujourd'hui, 39 ans après les faits, sa disparition demeure un mystère total. Alors, qu'est-il arrivé à la randonneuse ? S'il est difficile de répondre à cette question, il est raisonnable de penser que, en cas d'accident, on aurait retrouvé tôt ou tard son corps. Car Capo di Feno n'est pas un immense territoire. Sa superficie fait moins de 6 km². On n'est pas dans un immense parc national, et c'est étonnant qu'on ne l'ait jamais récupéré. Ou alors, il est possible que Sophie ait peut-être quitté Capo di Feno. Et si elle s'est enfoncée dans l'arrière-pays, vers le village de Villanova, là on est dans une zone beaucoup plus vaste et sauvage. Dans cette affaire, ça serait quand même une erreur d'écarter à 100% l'hypothèse accidentelle. Seulement, il faut quand même être lucide. Une jeune femme de 23 ans en train de marcher seule sur un sentier la nuit dans un secteur isolé était une proie vulnérable. Et Sophie a très bien pu être agressée et ou kidnappée. En ce qui les concerne, monsieur et madame Arnoux ont tout imaginé, évidemment. Crime sadique, enlèvement dans un réseau, etc. Mais ils n'ont jamais eu droit à une réponse définitive, juste à des hypothèses. Et comme toutes les autres familles de disparus, incapables de faire leur deuil en l'absence de corps, ils ont connu l'enfer. Ça pèse quand même sur vos épaules, hein, parce que c'est vrai que tous les jours, Sophie, on se réveille la nuit, hein, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est décédée? C'est ça, c'est le fait de ne pas savoir. On me dirait elle est décédée, c'est terrible à dire, je me dirais, enfin, voilà. Je peux même pas vous dire comment tient le coup, c'est comme ça. Je pense que entre nous, il y a beaucoup de compréhension et de l'amour. Et puis l'amour de nos enfants. En 1989, monsieur et madame Arnoux créent l'association Disparition Espoir pour retrouver leur fille, mais aussi pour aider les autres familles de disparus. Pendant 16 ans, ils vont se battre pour faire avancer ces affaires douloureuses et complexes. Je dirais que dans le cas des disparitions inquiétantes, la majorité des affaires ne sont pas résolues. On ne retrouve pas les personnes. Et l'association Disparition Espoir portera un projet de loi renforçant les recherches des personnes majeures disparues dans des conditions inquiétantes. Pour combler le vide laissé par la disparition de leur fille, les Arnoux ont donc décidé d'aider les autres. Ils ont tenté de continuer à vivre tant bien que mal avec leurs 2 garçons, mais ils n'ont jamais obtenu la vérité concernant leur fille cadette. Le 29 octobre 2020, Josette Arnoux, la mère de Sophie, est décédée à l'âge de 82 ans. Ayons donc une chaude pensée pour ses proches et aussi bien entendu pour Sophie qui a mystérieusement disparu dans la nature en Corse en août 1985. Et même s'il faut toujours espérer le contraire et que c'est révoltant, on ne connaîtra probablement jamais la vérité dans cette affaire. L'affaire suivante est assez peu connue, peu d'informations circulent dessus, mais elle reste néanmoins mystérieuse et elle mérite qu'on la cite. En 1989, Ralf Wegner est un citoyen allemand de 28 ans originaire de la région de Hambourg, dans le nord de l'Allemagne. Mesurant 1m78 pour 85 kg, Ralf est plutôt costaud. Le 29 août 1999, Ralf passe des vacances avec 3 amis allemands à Corté, en Haute-Corse, dans le centre de l'île de Beauté. Tous les 4 séjournent au camping Isoniu, qui veut dire un rêve en Corse. Un camping décrit comme calme et familial, qui est situé au pied de la citadelle et proche du centre. Ce dimanche, tout se passe a priori normalement. Et vers 19h30, les 4 amis se rendent à Corté pour dîner ensemble, puis ils passent la soirée dans un bar. Vers minuit, 2 d'entre eux rentrent au camping se coucher, tandis que Ralf et l'autre restent encore un peu en ville. Aux alentours de 2h du matin, Ralf et son copain décident aussi de rentrer. Ils prennent donc la direction du camping. Et sur le chemin, ils rencontrent 4 autres Français avec qui ils se mettent à discuter.
Rien d'anormal est à signaler, c'est une conversation a priori banale. Mais une demi-heure plus tard, ils sont toujours au même endroit et Ralph commence à s'impatienter parce qu'il a envie de rentrer. Il faut dire qu'ils ne sont plus qu'à 300 mètres du camping, ils sont tout près. Ne voulant plus attendre, Ralph part donc seul en direction du camping. Son ami part très peu de temps après lui, il essaye même de le suivre mais finit par le perdre de vue. Ralph Wegener n'avait que 300 mètres à faire pour rejoindre son camping, mais là où cette affaire bascule dans le mystère, c'est qu'on va apprendre qu'il ne l'a jamais atteint. Il n'est jamais arrivé au camping. Quand le jour revient, ses amis se rendent compte de son absence et alertent évidemment les autorités. Des fouilles vont être menées à Corté et dans les environs, sans succès. Ralph Wegener n'a plus été vu, pas plus qu'il n'a donné de signe de vie. Là encore, ses parents, qui sont allemands évidemment, l'ont longtemps cherché en Corse et partout en Europe. Dans ce dossier, il est encore une fois impossible de se prononcer avec certitude. On ne sait pas ce qui est arrivé à Ralph. Crime, accident, tout est possible. Mais l'accident ne doit certainement pas être écarté pour une raison objective. Car quand on examine la carte, on se rend compte que le camping Usogno est à la sortie sud de Corté, sur la route de la Restonica. Et si on ne s'arrête pas au camping, si on continue sur cette route, on part dans une région plus sauvage. Et si jamais on quitte cette route à plusieurs endroits, on peut se trouver sur un terrain très pentu et rocheux. De plus, on entre dans la vallée de la Restonica, où coule une rivière. Sachant qu'avant de disparaître, Ralph avait passé du temps dans un bar avec des amis, il avait très certainement bu de l'alcool. Il faut donc se demander si, en revenant vers le camping, il n'aurait pas pu se sentir désorienté, se perdre avant de succomber à un accident. La grosse limite à cette théorie est évidemment l'absence de corps. Mais le terrain en Corse est souvent accidenté et très broussailleux, donc qui peut savoir? L'hypothèse criminelle est aussi évidemment envisageable. Car on sait que les soirées arrosées peuvent dégénérer et engendrer de la violence. Mais ce n'est que pure spéculation ici, vu le manque d'informations en notre possession. La seule chose dont on est sûr est que la lumière n'a jamais été faite dans cette affaire trouble et que Ralph Wegener est toujours porté disparu en Corse à l'heure actuelle. L'affaire suivante, survenue en 2013, est l'une des plus mystérieuses et l'une des premières que j'ai pu étudier. En 2013, Hubert Boiron est dans sa 82e année. Il vit avec son épouse Arlette à Ornacieux, une petite commune de l'Isère. Ancien producteur de lait à la retraite, c'est un homme solide qui a gardé une forme physique et intellectuelle étonnante pour son âge. Décrit comme discret, agréable et souriant, Hubert reste actif. Il coupe toujours lui-même son bois l'hiver. Mais à la mi-septembre 2013, il s'accorde un peu de détente avec son épouse Arlette. Tous les deux s'offrent un voyage organisé d'1 semaine en Corse pour célébrer leur noce d'or, c'est-à-dire leurs 50 ans de mariage. Le lundi 16 septembre 2013, Hubert et Arlette arrivent sur l'île de Beauté avec leur groupe d'une 50aine de retraités. Circulant en autocar, ils découvrent les 2 premiers jours la pittoresque ville de Calvi et admirent aussi les splendides calanques de Piana, sur la côte nord-ouest de l'île. Le mercredi 18 septembre 2013, le 3e jour du voyage, ils font étape à Ajaccio, une cité portuaire sur la côte ouest et qui est aussi la capitale et la plus grande ville de Corse. Le groupe de retraités a notamment droit à une visite d'Ajaccio menée par une guide. Et ce jour-là, Hubert est notamment vêtu d'un pullover bordeaux. Vous voyez sur cette photo la tenue exacte qu'il porte. Vers 17h30, Hubert et son groupe arrivent à la maison Bonaparte, un lieu chargé d'histoire dans le centre-ville d'Ajaccio. Seulement, c'est l'heure de fermeture. Après être restés quelques minutes sur place, ils repartent à pied à 17h39 avec leur guide en direction de la gare routière où les attend leur autocar. L'endroit n'est situé qu'à environ 650 mètres, il n'y en a seulement que pour 9 minutes de marche. En fait, ils veulent juste revenir à leur autocar pour récupérer leurs bagages et les déposer à leur hôtel, l'hôtel dans lequel ils doivent dormir le soir à Ajaccio. Vous voyez l'endroit exact sur la carte. Tout ça est donc très banal.
À 17h39, il quitte donc la maison Bonaparte et marche en file indienne sur les trottoirs vers le nord. Apparemment, Hubert se trouve à la fin du groupe. Mais à hauteur du square Campinci, nommé aujourd'hui la place César Campinci, les retraités passent près d'une zone en travaux. Il y a des palissades et le groupe se sépare en deux files. Quelques minutes plus tard, les retraités isérois arrivent à leur autocar et Arlette se rend compte qu'Hubert n'est plus là. Au départ, il n'y a rien forcément d'inquiétant, elle se dit qu'il a peut-être un peu traîné en route. Mais bon, les minutes passent et elle décide d'aller à sa rencontre. Arlette refait donc le chemin en sens inverse. 15 à 30 minutes grand maximum se sont écoulées depuis la dernière fois qu'elle a vu Hubert. Elle retourne à la maison Bonaparte, mais Hubert n'est nulle part en vue. Et là où ça se complique, c'est que l'octogénaire n'a pas de téléphone portable. Il n'est donc pas joignable. De plus, il n'a pas de carte bleue sur lui, il a juste 50 € et sa carte vitale. Et pour terminer ce scénario catastrophique, Hubert ne connaît pas le nom de l'hôtel où ils doivent dormir le soir à Ajaccio, ni le nom du restaurant où ils doivent dîner. Parce que c'est Arlette qui avait le programme. À partir de là, Arlette, qui est de plus en plus inquiète, a raison, se met à chercher son mari, aidé par des amis. Ils se mettent à le chercher dans le centre-ville d'Ajaccio, sans résultat. Le jeudi 19 septembre 2013, la police nationale qui a été notifiée passe à l'action. Les policiers jugent à raison la disparition d'Hubert très inquiétante et ils mettent en place un important dispositif de recherche. Patrouille en ville, chiens policiers, enquête de voisinage, etc. On passe le centre-ville au peigne fin. En vain. On ne parvient pas à retrouver le retraité. Et c'est fou dans la mesure où il a disparu dans sa mouchoir de poche. Et manque de chance, il n'a été filmé apparemment que par une seule caméra de vidéosurveillance près de la maison Bonaparte. Après, on n'a plus rien. On va apprendre plus tard que plusieurs témoins auraient vu et parlé à Hubert à la gare maritime et routière d'Ajaccio, entre 20h20 et 22h30. Le retraité cherchait apparemment son groupe, mais il ne savait pas comment les retrouver. Et détail terrible, au même moment, ils étaient en train de dîner dans un restaurant à seulement 700 mètres de la gare routière. Ils étaient tout près. Après 22h30, en gros, on perd complètement la trace d'Hubert. La grande question est de savoir ce qui est advenu d'Hubert par la suite. Et c'est le cœur de ce véritable mystère urbain. Étant donné que M. Boiron a disparu près du port, les autorités envisagent logiquement qu'il aurait pu tomber à l'eau. Par conséquent, des plongeurs subaquatiques vont donc évidemment sonder les eaux du port d'Ajaccio, sans rien trouver. Par la suite, les forces de l'ordre vont étendre leurs recherches à l'extérieur d'Ajaccio. Mais qu'elles soient terrestres, aériennes ou aquatiques, toutes les recherches se solderont par un échec. Comme dans beaucoup d'autres affaires de disparition, c'est assez classique, des témoins vont affirmer avoir vu Hubert un peu partout, à Ajaccio bien sûr, mais aussi plus loin. Notamment à Vizzavona, à une 50aine de kilomètres au nord-est de la capitale. Mais même si Hubert était un grand marcheur, il fallait quand même compter 12 heures de marche pour atteindre cet endroit. Ce signalement, qui était certainement de bonne foi, était probablement une erreur. Dans ce dossier, la famille d'Hubert, notamment Mireille sa fille et Laetitia sa petite fille, vont se battre pour obtenir des réponses. Elles vont mener leurs propres recherches et tout faire pour éviter que le dossier ne sombre dans l'oubli. Mais 11 ans après les faits, donc en 2024, Hubert Boiron n'a toujours pas été retrouvé. On ignore toujours ce qui lui est arrivé et c'est quand même dingue de disparaître de cette manière. Parce que c'est comme si ce brave homme s'était littéralement évaporé sur un trottoir. En plus, il portait un pull vert bordeaux qui est quand même une couleur assez visible. Pour tenter d'expliquer ce mystère, on ne peut qu'émettre des suppositions. Mais la thèse accidentelle semble la plus convaincante. Car la zone où s'est volatilisé Hubert est très petite. Elle est très restreinte et très proche de l'eau. Donc la disparition complète et brutale du retraité dans la nuit du 13 au 14 septembre 2013 laisse penser qu'il est tombé à l'eau d'une manière ou d'une autre. Car fait aggravant, Hubert ne savait pas nager. Des fouilles aquatiques ont certes été menées, mais bon, on a pu louper son corps.
Pourquoi ? D'abord parce qu'on n'a peut-être pas cherché au bon endroit. Alors attention, ça n'est pas du tout une critique, hein. Ils ont fait de leur mieux, mais ce sont apparemment les plongeurs de la gendarmerie qui ont fouillé les eaux du port et pas les plongeurs des sapeurs-pompiers d'Ajaccio. Or, ce sont ces derniers qui connaissent mieux les lieux et ils connaissent notamment les zones de courant. De plus, il y avait à l'époque des travaux d'extension dans le port d'Ajaccio, ce qui a pu compliquer les choses. Et dernière possibilité envisageable, le corps du retraité a très bien pu être pris dans l'hélice d'un bateau sortant du port, comme un ferry, et emporté au large. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'activités dans le port d'Ajaccio, il y a beaucoup de navires qui entrent et qui sortent, donc si la dépouille d'Hubert a été emportée vers le large, ça expliquerait pourquoi on l'a pas retrouvée dans le port. La disparition d'Hubert Boiron est donc très mystérieuse et assez choquante, et d'ailleurs ce n'est pas la première fois que j'en parle. Certains d'entre vous l'ignorent certainement, mais j'avais déjà parlé de cette affaire il y a très longtemps dans une vidéo sur Nuria TV. J'aimerais dire tout d'abord qu'il n'oublions pas Hubert. Donc n'oublions pas Hubert, son sourire. Cet homme avait un sourire incroyable, je trouve, sur les photos. Vraiment, cet homme avait l'air d'être un homme bien. Je dis pas ça pour faire plaisir, hein. Je suis sincère. Et je pense que s'il arrivait malheur à cet homme, il a droit à une sépulture digne de ce nom. Et ses proches méritent de connaître enfin la vérité. Voilà. Et suite à cette vidéo, Mireille, la fille d'Hubert, m'avait même envoyé un petit message privé pour me remercier. Et ça m'avait fait très plaisir. Et si elle regarde à nouveau cette vidéo, ou ses proches, je leur adresse mes pensées les plus chaleureuses. Après cette vidéo, le temps file, on en est toujours au même point, on n'a toujours pas retrouvé Hubert. En tout cas, moi je ne l'ai pas oublié, on ne l'a pas oublié, et j'espère qu'on connaîtra un jour la vérité. En 2014, Daniel Perret-Gentil est un banquier suisse de 57 ans. Il occupe la fonction de directeur de la clientise caisse d'épargne de Courtelary. En couple et père de 3 enfants, Daniel, qui mesure 1m92 et qui est de corpulence mince et élancée, est en bonne forme. Et il est décrit comme un montagnard expérimenté. Daniel adore la randonnée. Et cet été-là, il a prévu de s'accorder une semaine de vacances solitaires pour marcher en Corse. Daniel veut parcourir une partie du GR20, un sentier de grande randonnée de 180 km de long qui traverse la Corse du nord au sud en passant par la chaîne de montagnes dans le parc naturel régional de Corse. Il faut compter environ 15 jours pour l'accomplir en entier. Considéré comme la randonnée française la plus célèbre et difficile, le GR20 est mythique. Le samedi 5 juillet 2014, Daniel arrive donc en avion à Ajaccio, la capitale administrative de la Corse. Et 2 jours plus tard, le 7 juillet, il part pour une randonnée de quelques jours au centre de la Corse sur le GR20. Au début, tout se passe bien, il faut dire que le Suisse a déjà marché sur le GR20, il est déjà venu 2 fois en Corse, et c'est un homme prudent, c'est pas du tout une tête brûlée. Mais le samedi 12 juillet, Daniel ne se présente pas à l'aéroport d'Ajaccio pour prendre son vol retour pour la Suisse, comme prévu. Sans nouvelles de lui, sa famille est gagnée par l'inquiétude. Elle alerte alors les autorités françaises. La police lance un appel à témoins et sa famille aussi sur les réseaux sociaux. On sait que le dernier contact entre Daniel et sa famille a eu lieu le jeudi 10 juillet vers 14h. Daniel a alors envoyé à sa compagne 2 SMS qui n'étaient pas spécialement alarmants. Mais par la suite, ça a été le silence radio total. On va apprendre plus tard que le vendredi 11 juillet au soir, Daniel aurait été vu en train de manger avec un autre randonneur dans un hôtel-restaurant à Vizzavona, un hameau en plein centre de la Corse, qui est une étape du GR20. Le lendemain, le samedi 12 juillet au matin, des témoins auraient vu Daniel à la gare de Vizzavona avant 9h, avant de prendre le train en direction de Corte. Corte où il avait laissé dans un hôtel son sac de voyage. Mais Daniel n'est jamais allé récupérer ses affaires à l'hôtel, pas plus qu'il n'a pris son vol de retour à l'aéroport d'Ajaccio. Au cours de leur enquête, les hommes de loi ont évidemment procédé à des vérifications en matière de données mobiles. Et le téléphone du randonneur suisse, qui est resté allumé jusqu'au dimanche, aurait été géolocalisé vers Aléria, une ville située sur la côte est de l'île, à l'opposé d'Ajaccio. Aléria est située à plus de 30 km à l'est de Vizzavona.
Mais attention, pour être très précis, ça ne signifie pas forcément que le téléphone était à Aléria. L'appareil a juste activé une antenne relais à Aléria, mais il était peut-être encore dans la région de Visavona. Dans les semaines suivant la disparition de Daniel, de gros moyens sont engagés pour le retrouver. Hélicoptères, brigades cynophiles et gendarmes de haute montagne. Malheureusement, tous ces efforts ne produiront pas le résultat escompté. Le randonneur ne sera jamais localisé. Et fin août 2014, après 6 semaines de recherche infructueuses, la compagne et les enfants de Daniel Péry-Gentil envoient un communiqué à la presse pour dire qu'ils sont intimement convaincus qu'il est décédé, même si son corps n'a pas été retrouvé. Pour la famille, la thèse d'un accident en montagne ne fait plus aucun doute. C'est tout à fait possible que Daniel ait péri sur le GR20 parce que ce sentier est connu pour être assez dangereux. Mais l'absence de corps reste tout de même intrigante. D'autant plus intrigante que 15 jours seulement après Daniel, un autre randonneur a disparu mystérieusement sur le GR20. En 2014, George H. est un Américain de 71 ans qui aime la France. En grande forme, il pratique la plongée avec bouteille et également un randonneur expérimenté. Il a déjà fait beaucoup de trek, notamment à Hawaï, et l'année précédente, en 2013, il a même marché sur le fameux Kokoda Trail, un sentier de randonnée long de 96 km qui traverse la jungle et les montagnes de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le 19 juillet 2014, George s'attaque au célèbre GR20. Il part de Calenzana, l'étape 1 du sentier dans le sens nord-sud. Organisé, l'Américain a réservé pour le terme de son voyage une chambre dans un hôtel du centre d'Ajaccio. Une chambre réservée le 28 juillet 2014. Le 19 juillet 2014, George s'élance ainsi sur le GR20, sac à dos sur les épaules. Et il va disparaître sans laisser de traces. Là encore, la gendarmerie de Corse va mettre le paquet pour tenter de le retrouver. Sans plus de résultats que pour Daniel Péry-Gentil. Comme lui, George H. a disparu corps et biens sur le GR20. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous savez que je parle souvent de disparitions dans les parcs nationaux américains, et là, c'est un Américain qui a malheureusement disparu chez nous. En tout cas, quel que soit l'endroit, la douleur des proches reste la même. Avant de passer au cas suivant, restons encore un peu sur ces 3 affaires de disparition, celles d'Hubert, de Daniel et de Georges. Parce que, aussi surprenant que cela puisse paraître, elles présentent des points communs troublants. Parmi les points communs, Hubert, Daniel et Georges ont tous disparu en 2013 et 2014. Ils ont tous disparu durant l'été et 2 d'entre eux à environ 15 jours d'intervalle. Tous étaient des hommes, ça paraît assez évident. Ils avaient tous un certain âge. C'étaient tous des touristes et ils n'étaient pas corses. 2 d'entre eux étaient même des ressortissants étrangers. Autre point commun, tous avaient une connexion avec Ajaccio. Ils ont soit disparu à Ajaccio pour Hubert, ou devaient s'y rendre à l'hôtel ou à l'aéroport pour Daniel et Georges. Tous les 3 ont aussi disparu sans la moindre trace, on n'a jamais récupéré un seul objet leur appartenant. Ils ont tous disparu corps et biens. Et ça c'est quand même étonnant parce que George H par exemple portait en plus un énorme sac à dos. Et des randonneurs qu'il avait croisés sur le GR20 s'en étaient même fait la remarque. Soit dit en passant, c'est peut-être ce sac à dos qui a même causé un accident parce que on sait qu'un sac à dos très lourd sur les épaules peut vous déséquilibrer. Et dans le cas de Georges, on n'a jamais retrouvé son sac à dos ou par exemple ses bâtons de randonnée. Alors qu'il est très connu que des bâtons en aluminium mettent une éternité à se dégrader dans la nature. L'aluminium met 200 à 500 ans pour se dégrader dans la nature. Les animaux, comme les cochons sauvages, qui sont connus en Corse, peuvent certes faire disparaître intégralement un corps, y compris des os, mais ils ne vont pas faire disparaître des bâtons en aluminium. Même s'ils sont très voraces, ils auraient peut-être des soucis de digestion.
Nous venons de voir que Hubert Boiron, Daniel Perret-Gentil et Georges Etch avaient beaucoup de points communs. Mais le point commun le plus impressionnant de mon point de vue reste leur ressemblance physique. Car quand on voit les photos d'Hubert et de Georges, c'est assez bluffant. On se dit qu'il pourrait même s'agir du même homme à des âges différents. Et Daniel avait des traits un peu similaires à ceux d'Hubert aussi. Et même s'il n'avait que 57 ans, ses cheveux blancs le faisaient paraître un peu plus vieux que son âge. Pour toutes ces raisons, il faut donc se demander si ces 3 disparitions irrésolues ne cacheraient pas quelque chose de plus sinistre. Pourraient-elles être liées ? Est-ce que ces 3 hommes auraient, disons-le, croisé un tueur en série sur l'île ? Parce que c'est assez connu que les serial killers ciblent souvent le même profil de victime. Et là, c'est un fait, il y avait quand même des similitudes entre ces 3 hommes. Mais la justice n'a a priori trouvé aucun élément indiquant un acte criminel dans ces affaires. Voilà pourquoi il faut rester extrêmement prudent avec cette théorie qui doit rester spéculative à l'heure actuelle. Hubert, Daniel et Georges avaient un certain âge, mais des hommes plus jeunes disparaissent aussi en Corse. Et c'est notamment le cas de Kevin Van Est. En septembre 2018, Kevin Van Est est un citoyen belge âgé de 29 ans, originaire de Kuurne, près de Courtrai, en région flamande. Mesurant 1m85 et de corpulence normale, il a un signe distinctif important à connaître. Un tatouage sur la poitrine. Randonneur aguerri, Kevin est décrit comme un amoureux de la nature et de la planète. Voyageur expérimenté, il est déjà parti seul au Vietnam. Et il est particulièrement proche de sa mère Liliane depuis un drame familial, le décès de son grand frère. En septembre 2018, Kevin est dans une situation un petit peu compliquée parce que sa petite amie vient de rompre leur relation. Et sûrement pour changer d'air, il décide de partir sur un coup de tête en vacances en Corse. Le vendredi 14 septembre 2018, Kevin arrive donc seul en Corse à Bonifacio, à l'extrémité sud de l'île. Pendant son séjour qui doit durer 13 jours, il a notamment l'intention de parcourir le GR20. Le jeune homme est censé rentrer chez lui le 27 septembre 2018. N'ayant pas de gros moyens, Kevin voyage un peu à l'économie. Par exemple, il circule en autostop. Et 2 jours plus tard, le dimanche 16 septembre 2018, il se trouve à Bastia, la 2e plus grande ville de Corse, tout au nord de l'île. Et le dimanche après-midi, vers 15h30, Kevin est trouvé assoupi sur un banc dans la cathédrale Sainte-Marie. Très fatigué et un peu confus, il discute alors avec un prêtre. Il lui parle notamment de son projet d'arpenter le GR20, mais lui dit qu'il est fatigué et qu'il songe à renoncer. Vers 17h, Kevin envoie un message avec son smartphone à son ex-petite amie qui est en Thaïlande. Il lui envoie un message dans lequel il lui dit notamment qu'il est à Bastia. Mais il semblerait que, comme on l'a pu le comprendre avec sa conversation avec le prêtre, Kevin est un peu indécis quant à ses projets. Apparemment, il n'a plus forcément envie de rester en Corse. Pour preuve, il essaie même de réserver un vol pour rentrer en Belgique le lendemain, le 17 septembre. Mais il se trompe de date, il fait une mauvaise manipulation et il doit annuler. Ce qui montre que le destin se joue parfois à peu de choses. Du coup, Kevin revient à sa première idée de rester encore 10 jours dans l'île jusqu'au 27 septembre. Mais sans forcément faire le GR20. Après avoir bu de l'eau pour se rafraîchir, Kevin quitte la cathédrale en laissant au prêtre son sac et ses affaires. Et en l'informant qu'il viendra les récupérer dans 10 jours. Seulement, il ne reviendra jamais. Et détail inquiétant, le jeune homme a laissé apparemment son téléphone portable dans son sac à dos. Il a juste emporté avec lui sa carte d'identité. Et par la suite, plus rien. Il n'y a plus aucune activité sur le téléphone de Kevin, ni sur son compte bancaire. Et, il faut le dire, on ignore vraiment ce qu'a fait le jeune homme, on nage en plein flou. Kevin aurait peut-être pu vouloir rejoindre 2 autres touristes, un couple rencontré à Bonifacio, avec qui il envisageait au départ de faire le GR20. Mais le lieu de rendez-vous, fixé le lundi 17 septembre 2018, le lendemain, n'est pas clair. Ça aurait pu être Calvi ou Calenzana. Est-ce que Kevin aurait essayé de se rendre à Calvi ou Calenzana en stop ? Impossible de le dire.
Mais ça n'aurait pas eu trop de sens de faire une chose pareille vu qu'il avait laissé toutes ses affaires à la cathédrale. S'il voulait parler à ces deux personnes, pourquoi ne s'est-il pas contenté de les appeler ou de leur envoyer un message? À moins qu'il n'ait pas leur contact, leur téléphone ou email, mais bon, ça semble assez curieux quand même. En tout cas, il faut être très clair, Kevin Van Ness n'a pas disparu sur le GR20, comme on a pu le lire parfois dans certains articles, mais à Bastia. Bastia est sa dernière localisation connue. Et il a très bien pu lui arriver quelque chose quelques heures après être parti de la cathédrale, dans la soirée ou dans la nuit. Comme pour nombre d'autres proches de personnes disparues, ça va être un véritable parcours du combattant pour Liliane. La mère de Kevin va devoir traverser des moments très difficiles. Car Kevin étant majeur, sa disparition ne sera pas tout de suite jugée inquiétante par les autorités belges. Des autorités belges qui vont attendre 3 mois avant de transmettre une demande d'investigation aux autorités corses. L'enquête ne va véritablement commencer sur l'île de Beauté qu'en décembre 2018, 3 mois après les faits. Et en 3 mois, il peut se passer énormément de choses. On peut perdre beaucoup d'indices, 2 témoignages importants, et ça ne fait que compliquer l'enquête. Les policiers le reconnaissent eux-mêmes, le retard pris au début d'une enquête ne se rattrape jamais, le retard est lourd de conséquences, et là, c'en est encore une cruelle illustration, car l'enquête n'a pas permis de faire la lumière sur la disparition de Kevin. En 2020, Liliane quitte la Belgique et s'installe en Corse pour être plus près du lieu de la disparition de son fils. En 2024, 6 ans après la disparition de Kevin, l'énigme reste totale. Et toutes les hypothèses restent sur la table. Fuite, acte volontaire, accident ou crime. Si on ignore ce qui est arrivé exactement à Kevin, on a toutes les raisons d'être inquiet. Car au moment de sa disparition, Kevin n'avait pas d'argent sur lui et il faut reconnaître qu'il n'était pas dans le meilleur état physique et psychologique. Donc on imagine, difficilement c'est vrai parce qu'on n'est pas à sa place, le calvaire vécu par Liliane. La mère de Kevin qui en plus a été approchée par des escrocs via WhatsApp. Des escrocs qui voulaient lui soutirer 10 000 € en échange d'informations. Et en plus ils l'ont même menacé, voilà, donc c'est vraiment lamentable. Heureusement, elle n'a pas cédé à leur chantage assez odieux. Liliane a aussi regretté qu'on ne parle pas autant de la disparition de son fils que de celle de Théo Hayet, un autre jeune Belge disparu en Australie. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète sur cette affaire assez nébuleuse qui vous sera proposée, si vous ne l'avez pas vue, à la fin de cette vidéo. J'espérais quand même une petite lumière, avec quand même quelque chose, qu'on me dire tiens maintenant on peut aller sur le terrain, on sait où, mais voilà, on attend. Après un élément que peut dire ah maintenant on peut recommencer à avancer un petit peu. Par exemple, ils font beaucoup de recherches et tout ça, mais il n'y a rien qu'on peut commencer vraiment à dire allez maintenant on va le retrouver. Aujourd'hui, Liliane espère plus que jamais obtenir des réponses concernant Kevin. Et c'est tout ce qu'il faut lui souhaiter. Comme vu depuis le début, un certain nombre de touristes randonneurs se sont évaporés en Corse. Mais les locaux ne sont pas épargnés, comme Serge Galandi. En 2019, Serge Galandi est un Corse sans histoire de 45 ans. Travaillant comme employé municipal et également pompier volontaire, Serge est décrit comme sérieux et ponctuel par ses collègues. L'homme mène une vie tranquille avec sa compagne Soline et ses enfants à La Porta, un petit village d'environ 200 habitants en Haute-Corse. Situé à 1 heure de voiture au nord-est de Corté, La Porta est située dans la région de la Castagniccia, une région forestière. Le dimanche 26 mai 2019, Serge quitte son domicile vers 13h. Sa compagne pense qu'il va faire un petit tour pour voir des amis, par exemple. Mais par la suite, les heures filent et Serge ne rentre toujours pas. La femme commence alors à sérieusement s'inquiéter, et avec des proches, elle se met à chercher Serge, qui reste introuvable. On va juste retrouver sa voiture garée sur le parking de l'église de La Porta. Mais personne n'a rien vu, rien entendu. Cette disparition complètement inattendue est inquiétante dans la mesure où l'employé communal a tout laissé chez lui.
papier d'identité et téléphone portable. Je pensais qu'il faisait son petit tour et puis après l'heure a passé, la nuit est arrivée, donc je me suis un peu plus inquiétée parce que c'est pas quelqu'un qui rentre tard, c'est pas quelqu'un qui sort, donc j'ai dit peut-être il est parti boire un apéro avec un copain ou pas un copain, et puis à 8h30 on a vu que la voiture était donc sur la place du village. Là, on a commencé un peu plus à s'inquiéter. On a commencé à appeler les copains à droite, à gauche, voir s'ils étaient pas partis se boire un coup dans un village aux alentours, un accident ou quelque chose. Et personne n'a vu Serge. Voilà, personne ne sait à quelle heure il a posé la voiture sur la place. Personne ne sait s'il est parti quelque part et revenu, s'il a laissé la voiture de suite avant de partir pour partir avec quelqu'un. On sait pas. Il pleuvait, il y avait personne n'a rien vu. C'est tout ce qu'on sait. J'ai ses papiers d'identité, j'ai sa carte vitale, j'ai son téléphone, j'ai sa vie, j'ai ses enfants, j'ai tout à la maison et j'ai pas lui. Le lendemain, le lundi 27 mai 2019, la gendarmerie entre dans la danse. Les militaires déclenchent d'importantes recherches dans le village et ses alentours, composés essentiellement des forêts denses de la Castanicha. Un hélicoptère survole les forêts et les gendarmes sont aidés par de nombreux bénévoles faisant partie de la famille, des amis et de la population locale. Malheureusement, on ne parvient pas à localiser l'enfant du pays qui s'est comme envolé. En 2024, 5 ans après les faits, Serge Galandi reste porté disparu et on ignore toujours ce qu'il est advenu de lui. Aurait-il eu un accident ? Sa compagne n'y croit pas une seconde. Parce que la Porta est entourée, c'est vrai, d'épaisses forêts, mais c'est impossible que Serge y soit perdu. Parce qu'il est né ici et il connaît son pays mieux que personne. Par ailleurs, il ne serait jamais parti se promener dans les bois pour chercher des champignons par exemple, en portant de simples baskets aux pieds. En effet, la dernière fois qu'on l'a vu, il portait un jean, une veste mouillée et des baskets Nike. Serge aurait-il décidé de fuir ? Cela semble improbable vu qu'il a laissé tout derrière lui, y compris sa voiture. Aurait-il été enlevé, fait l'objet d'un meurtre ou d'un règlement de compte ? On ne sait pas. Mais au stade actuel de nos connaissances, aucun élément ne le laisse penser. En tout cas, la gendarmerie locale enquête toujours sur la disparition de Serge Galandi et souhaitons pour sa famille et ses amis qu'on saura un jour ce qui lui est arrivé le 27 mai 2019. Nous venons de passer en revue une série de disparitions survenues en Corse, des disparitions aussi mystérieuses que choquantes, mais ce ne sont pas les dernières disparitions survenues sur l'île. Je vais maintenant vous présenter 2 autres disparitions très récentes de randonneurs. Le 11 juillet 2023, un homme de 67 ans nommé Dominique de Gaulle-Nicolai part faire une randonnée en famille avec sa compagne, sa tante et son oncle. Originaire des Fougerets dans le Morbihan, Dominique vit apparemment 6 mois de l'année en Corse. Ce jour-là, Dominique et ses proches sont dans le secteur de Pori, un minuscule village de Haute-Corse dans le nord-est de l'île. Et ils veulent marcher jusqu'à la grotte de Pori, un des hauts lieux de la résistance corse. Mais à un moment donné, au cours de la balade, tout le monde préfère faire demi-tour à cause de la chaleur. Tout le monde sauf Dominique, qui est un habitué de la marche et qui décide de continuer seul. L'homme se sépare des membres de sa famille et il ne sera jamais revu. Bien entendu, de gros efforts de recherche vont être déployés par les gendarmes et des bénévoles pour tenter de le retrouver. En pure perte. Le plus rageant, c'est que Dominique portait sur lui son téléphone portable et une montre connectée. Des équipements qui auraient logiquement dû lui permettre de prévenir les secours et de s'orienter. Ce qui peut suggérer qu'il lui est arrivé un événement inattendu et très soudain. Il n'a peut-être tout simplement pas eu le temps de se servir de ses appareils. Dominique aurait-il succombé à la chaleur qui était très éprouvante ce jour-là ? Il aurait pu être foudroyé par une crise cardiaque, je ne sais pas. Il aurait peut-être pu faire un malaise avant de tomber dans un endroit masqué par la végétation. Ce cas de figure reste envisageable, mais il n'a pas pu être confirmé à l'heure actuelle parce que toutes les recherches intensives n'ont rien donné. Les battues n'ont pas permis de localiser ce malheureux Dominique, comme dans l'affaire suivante survenue 3 semaines plus tard.
Le 1er août 2023, un citoyen italien, un retraité turinois de 65 ans nommé Danilo Boscolo, a disparu dans les airs lors d'une randonnée aux cascades de Punta Pinzuta, dans le sud de la Corse où il passait des vacances. Une fois encore, d'importantes fouilles ont été organisées par la gendarmerie locale pour essayer de le secourir. En vain. Comme pour Dominique 3 semaines plus tôt, on suppose que l'Italien a péri dans un accident. On le suppose parce qu'on n'en a jamais obtenu une preuve formelle. Au vu des informations publiées dans les médias, qui n'ont pas fait de mise à jour récente sur ces dossiers, Dominique et Danilo n'ont selon toute apparence toujours pas été retrouvés, et c'est triste, mais ils ne font qu'allonger un peu plus la liste des personnes portées disparues en Corse. Je tiens tout de même à dire, pour finir sur une note un peu plus positive, que chaque année, un certain nombre de randonneurs et de randonneuses s'égarent dans la nature en Corse, et que beaucoup d'entre eux sont retrouvés sains et saufs par les secours. Et il faut en profiter pour saluer le travail et le dévouement des sauveteurs, qu'ils soient professionnels ou bénévoles. Par exemple, en août 2023, un randonneur de 25 ans a disparu 3 jours avant d'être retrouvé affaibli mais en bonne santé sur la commune de Porilly, qui est justement le secteur de la disparition de Dominique de Gouge-Nicolai. Ce randonneur a eu de la chance, contrairement à d'autres, parce qu'il faut quand même reconnaître que chaque année, trop de randonneurs décèdent en Corse suite à des accidents. Donc si vous randonnez cet été, que ce soit en Corse ou ailleurs, restez prudents et restez groupés aussi. Car on a vu encore une fois dans ces affaires que plusieurs randonneurs et randonneuses ont disparu après s'être séparés des autres. Et pour avoir beaucoup étudié le thème des disparitions, en particulier celles dans la nature depuis 2016, c'est une erreur extrêmement courante. Et on voit dans notre petite sélection que ça a été le cas par exemple pour Sophie, Ralph et Dominique. Donc encore une fois, évitez au maximum de vous séparer quand vous êtes à plusieurs dans un environnement sauvage, sauf cas particulier, évidemment. Pour finir, souhaitons que toutes les familles des personnes disparues en Corse, qu'il s'agisse de celles énumérées dans cette vidéo ou des autres, obtiendront un jour toutes les réponses qu'elles attendent. Car il n'y a rien de pire que de ne pas savoir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, je vous remercie de mettre un petit pouce en l'air. Un grand merci aussi à celles et à ceux qui partageront cette vidéo sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Car un petit partage ne coûte rien et c'est un bon moyen aussi de faire connaître ces affaires et de ne pas les oublier. Et pour plus de contenu, je vous invite évidemment, si ça n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche afin d'être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. Pour tout ça, merci du fond du cœur. Tant que j'y suis, j'en profite pour vous dire que mon nouveau livre, Disparu dans la nature USA tome 3, est disponible à la vente. Comme les autres, il contient 20 histoires vraies et mystérieuses, dont la majorité sont inédites. C'est le 7e livre de la série des disparus, et le lien pour le commander est indiqué dans la description de cette vidéo. Donc si vous ne savez pas quoi lire cet été, que ce soit à la plage ou ailleurs, vous avez un livre qui vous tend les bras. Si vous préférez les vidéos et que vous ne savez pas quoi regarder maintenant, d'autres vidéos vont vous être proposées dans quelques instants. Et je vous invite aussi à aller fouiller dans les playlists de vidéos de cette chaîne, vous avez sûrement loupé des vidéos qui pourraient vous intéresser. En ce qui me concerne, je vous dis à bientôt sur la chaîne, et en attendant, ne disparaissez pas.